Alors, la question que vous posiez, David Teboul, peut-on survivre après les morts ? Eh bien, c'est une question que nous allons aujourd'hui maintenant poser à Stéphane Audouin-Rousseau. Stéphane Audouin-Rousseau, ai-je besoin de vous le présenter ? C'est l'historien de la Grande Guerre. C'est celui qui a changé notre perception de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qui a fait entrer dans l'historiographie internationale des objets comme le deuil, les objets de guerre aussi, la manière dont on pouvait donc, après, en 1918 et jusqu'à aujourd'hui, parce que Stéphane montre les liens entre la Première Guerre mondiale et la pandémie, comment est-ce que nous vivons avec les morts de la guerre. Et un jour d'avril 2008, le génocide des Tutsis rwandais a croisé ma vie à Kigali. Et j'ai vu pour ma part l'historien, l'ami avec qui je partageais mon bureau à l'école des hautes études, puisque Stéphane est directeur d'études à l'école des hautes études, il est aussi le président du mémorial de la Grande Guerre à Péronne. Eh bien, un jour, je n'ai plus reconnu la personne que j'avais en face de moi. Donc, Stéphane, je pense, est là pour nous parler de cette rupture essentielle, ou plutôt de ces ruptures, parce qu'elles ont jalonné maintenant sa vie depuis 2008. Il a essayé d'abord de ne pas en tenir compte, de les enfouir. Il y a un moment où la rupture privée a été en quelque sorte gommée par le fait que dans le discours public, rien n'avait changé. Et puis, vous savez, cette année, d'un coup, tout a changé. Et là encore, enfin, une grande partie quand même des choses ont changé, c'est-à-dire qu'on a commencé à poser la question et à reconnaître la responsabilité de la France dans ce qui s'était passé au Rwanda. Et donc, je crois que les ruptures se sont succédées dans la vie de Stéphane, rejointe maintenant par une rupture, si je puis dire, publique, et une rupture dans la façon, dans la conscience que nous avons aujourd'hui du rôle qui a été le nôtre au Rwanda. Donc Stéphane, tu as la parole. Merci beaucoup, Perrine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Cette communication va prendre, une fois encore, sans doute, la forme d'un témoignage, pour la simple raison que je ne vois pas tellement le moyen de faire autrement. Alors, lorsque le génocide des Tutsis rwandais a commencé le 7 avril 1994, à dire vrai, il a commencé dès le 6 au soir, ce dernier génocide du XXe siècle, donc, qui a emporté 1 million de victimes en 3 mois, dont les 2 tiers environ dès les 5 à 6 premières semaines, eh bien, lorsque ce génocide a commencé, en ce qui me concerne, je n'ai rien vu, et peut-être que d'autres dans la salle sont dans le même cas, absolument rien vu. En ce qui me concerne, je considère que cet aveuglement est sans excuse. J'avais presque 40 ans, j'étais très près de devenir professeur d'université, j'étais spécialiste des violences de guerre contemporaines, et le génocide des Arméniens s'inscrivait dans mon objet de recherche principal, c'est-à-dire la Grande Guerre, comme Perrine Simonaoum vient de le rappeler. Et donc, je considère que je disposais d'un peu plus de moyens que d'autres pour voir. Mais le racisme inconscient s'est révélé un redoutable écran, un puissant obstacle pour m'empêcher de le faire, pour m'empêcher de voir, précisément. Alors plus tard, avec les années, j'ai cru voir un peu moins mal, en lisant, en écoutant certains spécialistes, en invitant même à un de mes séminaires un rescapé Hutu et non pas Tutsi, de l'opposition au pouvoir génocidaire avant 1994. J'ai pris peu à peu conscience, enfin du moins je le croyais, j'ai pris peu à peu conscience de l'importance de cet événement que je considère aujourd'hui comme un des plus grands événements de la fin du XXe siècle. Si bien que 14 ans après la fin du génocide des Tutsis rwandais, 14 ans c'est très long, c'est beaucoup trop long. Lorsque 14 ans après la fin du génocide des Tutsis rwandais, lorsque je fus invité pour un colloque à Kigali, j'ai accepté immédiatement, Perrine fait allusion donc à cette rupture. Alors ce colloque, oui, se déroulait en avril 2008, la période commémorative, dans un luxueux hôtel de la capitale. L'atmosphère était celle d'un colloque habituel, presque trop habituel, à ceci près que, évidemment, les rescapés, hommes et femmes, étaient nombreux, à commencer par les jeunes de l'association des étudiants rescapés du génocide, forcément encore des enfants, 94,
la majorité des rescapés au Rwanda sont des enfants, ces étudiants rescapés du génocide, qui encadraient la réunion de leur présence silencieuse. Et dès la première matinée, lors de la pause, dans la file d'attente qui s'était formée pour un café, comme dans tous les colloques, une femme s'est retournée vers moi, une femme que je ne connaissais pas, une femme à qui je n'avais jamais parlé, à qui je n'avais rien demandé, et sans transition aucune, elle me lança « Quand on a tué mes enfants sur mon dos ». Je n'ai aucun souvenir de la suite de cette phrase, de ce qui a suivi cette effraction. Cette phrase, j'ai d'ailleurs omis de la noter, moi qui note tout dès lors que je suis sur un terrain, comme disent les anthropologues. Ma plume, le soir, l'a oubliée, mais mon esprit, jamais. Alors d'autres phrases, bien sûr, dans les jours qui ont suivi, d'autres phrases ont été prononcées par d'autres rescapés qui me furent lancées, par exemple, lors de la visite des grands lieux de massacre, Nyamata, Narama, donc Murambi et d'autres encore, qui m'ont été lancés aussi, bien sûr, lors des commémorations nationales ou locales. Tout ceci n'a duré que quelques jours, mais il me semble que j'ai su, à ce moment-là, enfin ce qui s'appelle savoir, qu'un basculement donc, avait eu lieu. Et j'ai compris, je crois, enfin, cette phrase de Charles Péguy, qui a donné le titre un peu obscur de cette communication. Je vous la donne en entier. Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Alors, j'en reviens au basculement. Tout d'abord, les objets de recherche habituels se sont trouvés subitement comme démonétisés. À l'âge de la cinquantaine, et alors que l'essentiel de mon travail d'historien était derrière moi, soudain, je ne comprenais plus ce qui m'avait si longtemps attaché à la Grande Guerre, à sa violence extrême, à ses soldats qui m'avaient fasciné si longtemps, à ses enjeux aussi, à ses enjeux d'interprétation. Certes, des rescapés, hommes et femmes, des grandes tragédies du XXe siècle, y compris des rescapés de la Grande Guerre, j'en ai connu beaucoup, tous n'avaient pas disparu. Quand j'ai commencé mon travail d'historien, eh bien, des rescapés des grandes tragédies du XXe siècle, j'en avais rencontré, oui, beaucoup, mais aucun n'était plus jeune que moi. Alors qu'au Rwanda, en 2008, c'était moi le plus vieux, et de très loin. Car l'immense massacre était très proche encore. Pour les rescapés, d'ailleurs, il datait d'hier. Et parfois, comme j'ai pu me rendre compte lors des grandes vagues de crises traumatiques, c'est ainsi qu'on les appelle dans la nosographie rwandaise, lors des grandes vagues de crises traumatiques qui se produisaient lors des commémorations, eh bien, le massacre datait d'aujourd'hui même. Il était en train de se produire. C'est ainsi que le génocide des Tutsis rwandais a coupé ma route, et tout d'abord en tant qu'objet de recherche. Et il s'agit ici de revenir à l'étymologie d'objet, objectum, c'est-à-dire jeter devant, jeter en travers. Le génocide des Tutsis rwandais, c'est jeter littéralement devant moi. Alors ceci exigeait, vous le sentez sans doute, de refaire tout un apprentissage. Et un tel effort était sans espoir. Passé un certain âge, on ne devient pas un spécialiste dans un domaine absolument nouveau et dans un domaine aussi difficile. Il faut se résigner à n'être qu'un passeur, en essayant bien sûr d'aider les plus jeunes à se hisser au premier plan de la recherche. Mais il y a aussi les suites. Car cette découverte, c'est ça dont il s'agit, cette découverte du génocide des Tutsis rwandais m'a forcé plutôt, à prendre des positions qu'auparavant je désapprouvais nettement, que je désapprouve d'ailleurs peut-être toujours, et que j'adopte pourtant. Ainsi, je désapprouvais, et je désapprouve sans doute encore, toute présence des historiens au prétoire dans les procès d'assises pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Pourtant, lorsque je fus convoqué par l'accusation comme témoin de contexte, c'est le terme consacré,
comme témoin de contexte lors de l'ouverture du premier procès d'un génocidaire rwandais à Paris, c'était au début de l'année 2014, tant d'années après. Eh bien, je n'ai pas songé une seconde aux moyens à ma disposition pour tenter de me dérober. Il n'est pas très facile de se dérober dans ces cas-là, car vous avez obligation de témoigner, mais on peut toujours trouver des moyens de le faire, ne serait-ce que de produire un certificat médical, par exemple. Et je n'ai pas songé non plus à me dérober dans les procès suivants en 2016 et 2018, malgré ma détestation que j'ai éprouvée de ce type de présence, en quelque sorte. Dans ces procès, donc, j'ai joué un rôle dont je considère qu'il n'est pas de mon état. Je l'ai donc fait, tout en étant très heureux, je dois le dire, de ne pas être convoqué à nouveau dans le procès actuellement en cours d'un génocidaire rwandais, le procès de Claude Muhayimana. Je pense que la plupart ici entendaient ce nom pour la première fois, car tout le monde se moque éperdument du procès de ce génocidaire rwandais qui a lieu à Paris, tout près d'ici, depuis maintenant 3 semaines. De même, j'éprouve la plus grande méfiance à l'égard, je vais peut-être choquer certains, j'éprouve la plus grande méfiance à l'égard de l'engagement d'un chercheur en politique. J'entends par là à l'égard de toute instrumentalisation directe de sa propre recherche en politique. Je sais bien, évidemment, en tant qu'historien, que toute parole historienne, toute parole de sciences sociales en général, est nécessairement une prise de parole dans la cité, mais je reste attaché, peut-être naïvement, au maintien d'une étanchéité minimale entre recherche et politique, entre recherche et engagement politique. Et j'ai une bonne raison pour cela. J'éprouve la plus grande défiance à l'égard de mes propres opinions politiques, qui sont plutôt conservatrices, je tiens à vous le dire au passage. Mais concernant le Rwanda, j'ai pris l'exact contre-pied de tous mes principes en la matière. J'ai tout d'abord tenté, ça c'était relativement normal, de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour aider à habiliter, je n'ai jamais trouvé de meilleur terme, à habiliter le génocide des Tutsis rwandais, au même titre que les autres génocides de notre contemporain, pour aider à combler le déficit cognitif immense qui le caractérise dans une société comme la nôtre. Et puis, après beaucoup d'hésitation et beaucoup de réticence initiale, et je tiens à le dire parce que cela m'a été reproché souvent par certains militants de cette cause rwandaise, eh bien, malgré beaucoup d'hésitation et de réticence, j'ai pris ma part dans la nécessaire dénonciation de la politique française au Rwanda entre 1990 et 1994. Cette politique que je considère comme indigne et qui, selon la phrase percutante du rapport MUS, c'est-à-dire du rapport rwandais qui est sorti au mois d'avril dernier, cette politique qui a, je cite, a rendu possible un génocide prévisible. Comment ? Eh bien, tout simplement en donnant le temps nécessaire aux génocidaires pour préparer l'exécution du massacre, car ce massacre a été effectivement remarquablement préparé. Et lorsque, sur ce sujet, le rapport Duclerc a ouvert la brèche que l'on sait, brèche à laquelle faisait allusion à l'instant, donc dans sa présentation, Perrine Simon-Naoum, lorsque le rapport Duclerc a ouvert la brèche que l'on sait dans ce mur du déni français, le rapport est sorti le 26 mars de cette année, au cours de cette période de 2 mois qui a précédé la venue et le discours du président de la République à Kigali, discours qui est intervenu le 27 mai, j'ai basculé dans une forme d'activisme médiatique et politique que je n'aurais jamais pensé connaître et que j'espère d'ailleurs ne jamais connaître à nouveau. Je l'ai fait et je ne m'approuve pas entièrement de l'avoir fait au prix d'une agressivité de langage dont je ne me serais jamais senti capable. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, à la télévision, à la radio, j'ai traité François Mitterrand et son entourage sur ce dossier d'assassins de papier, ce qu'ils ont été effectivement, en les promettant aux poubelles de l'histoire. J'espère que cela se produira. Et j'ai finalement éprouvé un plaisir inconnu, un plaisir immense, celui d'avoir participé à une victoire politique majeure en termes de reconnaissance officielle du rôle joué par la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Je dois dire que je ne savais pas que cela avait un tel goût, une victoire politique. Alors de ce basculement
expérimenté en 2008 à Kigali, des effets continuent à se faire sentir, à mon insu d'ailleurs. Je vais finir avec ces derniers. Ainsi, très récemment, j'ai accepté, ceci rejoindra certains aspects des travaux de la journée précédente, j'ai accepté de participer à la commission reconnaissance et réparation mise sur pied à la demande de la conférence des religieuses et religieuses en France, la COREF, dans le sillage du rapport Sauvé sur les abus sexuels de l'Église, donc le fameux rapport de la CIAS. Sans le basculement rwandais, je n'aurais sans doute jamais accepté un tel rôle, pour lequel, entre autres, je n'ai aucune compétence. Mais il se trouve qu'un crime de masse s'est produit en France, à bas bruit, sous nos yeux, un crime dont, une fois de plus d'ailleurs, je n'avais nulle conscience véritable, nulle conscience profonde. Et comme au Rwanda, il s'agit aussi d'un effondrement, dont la suite dira s'il est réparable ou non, d'un effondrement de l'Église catholique elle-même. Un effondrement double d'ailleurs. D'une part, du fait évidemment des agissements des religieux. Les églises au Rwanda furent le second lieu de massacre par ordre d'importance, le premier étant ce qu'on appelle les collines, c'est-à-dire le plein air, les paysages, et puis le deuxième identifiable, ce sont les églises qui sont remplies de cadavres après les 3 mois du massacre. Ils resteront d'ailleurs longtemps sans être enterrés. Et il se trouve que beaucoup de prêtres comptèrent parmi les tueurs aux côtés de leurs paroissiens, assassins d'autres paroissiens. Le père Serumba, en particulier, à Nyangé, a fait, un des grands condamnés du tribunal d'Arusha, a été la cheville ouvrière qui a fait s'effondrer, grâce à un bulldozer qui se trouvait opportunément à côté, sa propre église sur ses propres paroissiens. Ça, c'est évidemment le premier effondrement. Le deuxième, c'est évidemment l'absence de toute réflexivité de l'Église sur ce qui s'est produit au Rwanda, sur ce qu'elle-même a produit. Il est un peu tôt pour savoir si cette absence de réflexivité se produira en France pour les cas des abus sexuels, désormais dénoncés et mieux connus. Pour conclure d'un mot, car ce que je vous ai dit, vous le sentez, n'appelle pas vraiment une conclusion en bonne et due forme, je vous lance cette phrase de l'historien très conservateur Pierre Chonu, phrase qui date d'il y a 35 ans. « Je ne conçois pas que l'on puisse traverser une vie sans être, une fois, vraiment pris à la gorge par une cause. » Fin de citation. Et avec le basculement rwandais, je crois que c'est bien de cela qu'il s'agit. Je vous remercie de votre attention.